Jean-François Doussin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur donc de chimie de la pollution atmosphérique à l'université Paris-Est Créteil. Alors merci de faire ce Skype en direct avec nous pour l'humanité et de nous recevoir chez vous, c'est ça, hein, puisque l'université est fermée, vous êtes confiné. Tout à fait. Alors, vous dirigez une équipe de recherche dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LISA depuis maintenant plus de 15 ans. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Oui, alors moi je suis un chimiste de l'atmosphère. Mon travail consiste à mesurer les polluants atmosphériques, comprendre l'évolution de leur concentration dans l'atmosphère, les transformations qu'ils subissent quand ils vont être émis et ensuite transportés à travers l'atmosphère. Alors, on fait le constat depuis le début du confinement en Chine, en Europe et en France, on fait le constat d'une diminution de la pollution et donc d'une augmentation de la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, nous expliquer ce qu'il en est ? Bon, alors effectivement, ces derniers jours ont vu une réduction drastique des activités humaines dans les centres urbains et au-delà. Toutes les zones qui ont été touchées par l'épidémie de coronavirus pratiquement aujourd'hui ont été mises en situation de confinement. Et on observe donc que cette réduction d'activité, sans beaucoup de surprise d'ailleurs, conduit à une réduction très forte de la pollution atmosphérique. Finalement, on a une expérience grandeur nature d'événements qui se produisent très très rarement. Le seul équivalent qu'on peut citer, c'est quand, lors des Jeux Olympiques de Pékin, les activités industrielles et les transports avaient été arrêtés en Chine. Alors, vous disposez, je crois, de cartes et de vues du ciel permettant de faire ce constat. Est-ce que vous pouvez nous les montrer, nous les commenter ? Alors, effectivement, l'atmosphère et la composition de l'atmosphère D'accord. La composition de l'atmosphère est sondée par des mesures in situ, comme on dit, c'est-à-dire avec des instruments de mesure, mais elle est aussi sondée par des satellites qui sont en charge de la mesure de la pollution atmosphérique. Et ce qu'on voit sur ces deux images, ce sont... Alors ça, c'est l'Italie du Nord, c'est ça ? Alors, ce qu'on voit sur ces deux images, c'est effectivement deux vues par satellite de l'Italie du Nord. En fait, ce sont deux cartes de mesure d'un polluant atmosphérique bien connu, qui est le dioxyde d'azote, le NO2, qui est un polluant atmosphérique qui est très relié aux émissions automobiles et aussi, dans une moindre mesure, au chauffage et aux émissions urbaines. Et on observe... Donc, si on reconnaît, on voit la péninsule italienne, on reconnaît la Corse, et puis on a ici la vallée du Pô, qui est une des zones les plus polluées d'Europe. Et on observe alors que les concentrations au 30 janvier 2020 étaient très importantes, et ce n'est pas du tout surprenant pour cette région du monde à cette période de l'année. Oui, parce que c'est le cœur industriel de l'Italie. Alors effectivement, la vallée du Pô, c'est à la fois une vallée qui est coincée entre d'un côté l'arc alpin et de l'autre côté les Apennins, mais c'est aussi l'un des poumons économiques italiens avec une grosse concentration d'industries de toute nature. Et c'est aussi une zone de transport trans-européen, puisque c'est l'un des axes majeurs qui relie l'Europe de l'Ouest avec l'Europe de l'Est, avec notamment un trafic de routiers poids lourds très important. D'accord. Donc on voit au 31 janvier 2020 que grâce au service Copernicus, donc qui est un service européen qui fournit gratuitement ces données et supporté par le Centre européen de prévision météorologique, le ECMWF, on observe une pollution au NO2 à la fois classique et très importante sur la vallée du Pô. Et quelques jours après, alors que sont mis en place les mesures de restriction de circulation et le confinement, des concentrations qui sont beaucoup plus faibles.
D'accord, donc là, sur l'Italie du Nord, vraiment, les images satellites sont très parlantes. Est-ce que vous disposez d'images sur la Chine qu'on a pu voir par ailleurs? Alors, oui, il y a des informations sur la Chine. Il faut quand même il faut mitiger ces informations sur l'Italie du Nord parce que Oui, finalement, on a deux photographies. On a une photographie à un jour et une photographie à un autre jour. Et en fait, la situation d'un jour à l'autre de la pollution, comme on le sait, peut changer très fortement. Et c'est sûrement plus intéressant de regarder sur une longue période. Donc, avant de passer à la Chine, on peut voir les d'accord, mesures. Donc ça, ce sont des mesures in situ, hein, c'est plus du satellite. Ce sont des mesures in situ faites par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Donc l'échelle horizontale, ce sont des heures depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est une échelle un peu étrange, mais on voit qu'à partir de la 800e heure à peu près, on va passer en période de confinement. Et on voit qu'on a dans toutes les cités, toutes les cités du nord de l'Italie, donc Turin, Bergame, Bologne, Venise, une décroissance très nette de la pollution atmosphérique au NO2. On a par exemple les concentrations dans la région de Venise qui sont divisées par 3, quoi. Et ça, c'est tout à fait notable. Alors oui, sur la Chine, bah, on a par exemple ah oui, ces mesures satellites hein, qui sont produites par un satellite américain cette fois-ci, où on a la moyenne des concentrations de NO2, donc entre le 1er janvier 2020 et puis du 10 au 25 février 2020. Et là, alors pour information, vous voyez que Wuhan se trouve aussi donc dans cette zone centrale ici, et on observe là encore une très nette baisse des concentrations. Alors il faut aussi voir que ces concentrations sont mesurées à deux périodes de l'année légèrement différentes et qu'entre-temps il y a le Nouvel An chinois et donc avec un potentiel biais à ce niveau-là. Alors on a d'autres mesures. Alors ça, ce sont des mesures qui sont faites sur la Chine également, cette fois-ci par le satellite européen qui s'appelle Sentinel-5P, donc de l'Agence spatiale européenne. Et là, on a des mesures qui ont été faites entre le 1er février et le 17 mars 2019 d'un côté et 2020 de l'autre. Donc là, on a moyenné les résultats de telle sorte qu'on puisse s'affranchir de variabilité liées à la météo ou des choses comme ça. Et là encore, hein, la zone de Wuhan, c'est la zone qui est indiquée ici. Mais alors Voran, c'est une zone, oui, pardon, Voran, donc c'est une zone industrielle très importante. On le voit sur la carte de manière assez claire. Alors effectivement, Wuhan, c'est une mégapole hein, déjà. Hein. C'est une zone avec plusieurs millions d'habitants, mais c'est aussi un centre industriel très important, notamment un centre industriel spécialisé dans notamment la sous-traitance aux constructeurs automobiles, D'accord. aux constructeurs automobiles chinois, mais aussi aux constructeurs automobiles du monde entier. D'accord. Mais on voit que l'effet, là, en fait, l'effet du confinement a été bien au-delà de Wuhan, puisqu'on voit qu'il y a eu des mesures de confinement sur pratiquement l'ensemble de la Chine, et on voit que, y compris les émissions dans la zone de Pékin, sont très nettement éteintes liées aux mesures qui ont été prises. D'accord. Est-ce que vous avez des éléments sur la France ? Alors sur la France, on a à nouveau les mesures liées au satellite européen Sentinelle. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été retraitées par nos collègues de l'Université libre de Bruxelles, et donc en Belgique. Et on voit la moyenne des concentrations du 15 au 25 mars 2019, et on voit très nettement le panache parisien. Hein. Vous noterez aussi qu'on voit ici la zone de Turin, de Milan, donc c'est le bout de la vallée du Pô dont on parlait tout à l'heure. On voit aussi la zone de la Ruhr et puis toute la zone du Benelux. Hein. Tous ces points sont des hotspots de pollution atmosphérique. Et on note que finalement, les mesures de confinement, en comparant avec la moyenne entre le 14 mars et le 25 mars 2020, on note qu'il y a un effet pratiquement général sur toute l'Europe et en particulier pour ce qui nous intéresse en France, sur Paris, mais aussi sur la vallée du Rhône, etc. Alors, sur Paris en particulier, oui.
Il y a eu un communiqué de presse et une étude très intéressante d'AirParif. Donc, AirParif, qui est le réseau de surveillance de la qualité de l'air sur Paris et sur la région parisienne, donc qui est une association qui est en charge de ce service public, on peut dire. Et la mesure, donc, là, on a au milieu des cartes assimilées. Alors, c'est un peu technique, c'est-à-dire que ce sont des mesures de NO2 qui ont été moyennées, interpolées grâce à un modèle de prévision de la qualité de l'air. Donc, c'est à la fois basé sur des mesures et basé sur un modèle. Donc, ça, ce sont les concentrations qui ont été observées avec le confinement. Et donc, comme ces données sont assimilées, on peut, par le modèle, imaginer, entre guillemets, quelles seraient les concentrations avec exactement les mêmes conditions météorologiques, mais sans le confinement, c'est-à-dire en mettant les émissions habituelles. Et donc, c'est ce qu'on a ici sur le graphe de gauche. Et on observe alors que quand on fait la différence entre la carte du milieu et la carte de gauche, on obtient la carte de droite, ce qui donne une diminution de la pollution atmosphérique dans la période, on va dire, du 17 au 19 mars, donc il y a une dizaine de jours, d'une diminution de 30% de la pollution atmosphérique sur la région parisienne, avec évidemment une diminution plus forte dans les endroits où la pollution atmosphérique est déjà forte, c'est-à-dire sur Paris. D'accord, donc ce sont quand même des chiffres assez importants. Vous vouliez pondérer, je crois, sur la question des particules fines. Alors, effectivement, les mesures que l'on a, qui sont faites sont très, très parlantes et très marquantes sur un certain nombre de polluants, parmi lesquels le NO2, je l'ai dit, le CO2 également. Donc, on a les chiffres qui sont proposés ici sur les oxydes d'azote. Hein. On voit qu'on atteint, le confinement intervient entre le lundi 16 et le mardi 17. On voit qu'immédiatement, il y a une réponse très forte sur les oxydes d'azote. Et on voit que, par contre, la diminution sur les particules fines, elle est pratiquement nulle, bien que secteur par secteur, on observe des diminutions très fortes hein, sur le routier, sur l'aérien. Et en fait, la situation sur les particules fines, elle est assez paradoxale, puisque chacun aura remarqué qu'on est en situation assez froide, de beau temps, et ce sont des situations qui, dans les périodes habituelles au printemps, donc des belles journées ensoleillées, froides, sont propices à la production de pics de particules, à l'inverse. Donc c'est vrai que le confinement n'a pas produit d'amélioration sur les taux de particules atmosphériques sur la région parisienne, mais en fait certainement il a évité que l'on ait un pic de particules dont on peut dire qu'il aurait été lié d'une part au chauffage résidentiel. On voit qu'on a une augmentation de l'ordre de 17% du chauffage résidentiel, puisque les gens sont à la maison et donc continuent de chauffer dans la journée, et que le confinement n'a pas arrêté le chauffage des zones, des lieux de travail, et aussi de l'agriculture, puisque en fait les pratiques agricoles d'épandage des engrais conduisent à des émissions de gaz qui sont des précurseurs des particules fines. D'accord. Est-ce que, puisqu'on parle des particules fines, est-ce qu'on peut en profiter pour faire un point justement sur en quoi les particules fines posent des questions de santé publique? Les polluants transmis par quel phénomène ça se produit? Alors bon, les particules fines sont parmi... donc les études épidémiologiques montrent que les particules fines sont corrélées à des mortalités additionnelles qui sont tout à fait importantes. On parle à l'année de l'ordre de 47 000 morts additionnelles liées à la pollution atmosphérique en France. Donc ce sont des chiffres qui sont tout à fait conséquents. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'une mortalité similaire à la mortalité que l'on rencontre actuellement avec le virus, où on a des gens qui tombent malades et qui vont décéder
directement liées à cette maladie, mais plutôt à des vies qui sont raccourcies, à des personnes qui vont rencontrer des difficultés, des problèmes de santé qu'ils n'auraient pas rencontrés dans un environnement plus sain. Donc ça se traduit, on pense souvent aux maladies respiratoires, mais en fait on sait aujourd'hui que ça se traduit aussi beaucoup par des maladies liées des maladies cardiovasculaires, des problématiques d'hypertension ou des problématiques de crise cardiaque. Donc ça, c'est comment ça se traduit. En fait, les particules fines sont composées de milliers, voire de dizaines de milliers de composants chimiques. Et quand elles vont être respirées, les plus fines vont pouvoir aller s'impacter jusque dans les bronchioles. Donc, en gros, il faut savoir que notre corps est équipé d'un système de filtration intégré. Les particules les plus grosses, celles qui sont plus grosses que 10 microns, vont s'impacter dans nos voies aériennes supérieures, c'est-à-dire nos fosses nasales, et elles vont être bloquées par notre système, par le système des cavités nasales. Et finalement, en se mouchant, voire en avalant le mucus, on va éliminer les particules les plus importantes. Celles qui sont d'une taille inférieure à 10 microns vont traverser ce filtre naturel. C'est pour ça qu'on s'intéresse, on les appelle les PM10, les particules de taille inférieure à 10 microns, et elles vont aller s'impacter, celles de 10 microns vont s'impacter dans la zone indiquée en vert ici, c'est-à-dire dans la trachée. Les plus petites, donc celles qui sont de taille inférieure à 2,5 microns ou à 1 micron, vont pouvoir pénétrer jusque dans les poumons et aller dans les alvéoles pulmonaires, jusque dans les bronchioles et jusque dans les alvéoles pulmonaires, qui sont un lieu d'échange vers la circulation sanguine. Et on en retrouve dans le corps, y compris dans le cerveau de certaines personnes qui sont exposées aux particules les plus fines. Alors les particules les plus fines, pour qu'on ait un ordre de grandeur, ça correspond à quoi? Ah ben voilà. Alors, les particules, il faut bien se rendre compte qu'on parle d'espèces qui sont extrêmement, extrêmement petites, beaucoup plus petites que la plupart d'entre nous n'arrivent à l'imaginer. Alors, sur ce dessin est représenté le cylindre marron que vous voyez là. En fait, c'est un dessin qui représente à l'échelle la coupe, un morceau de cheveu humain. Donc, un cheveu, c'est quelque chose qu'on imagine être très petit, mais c'est quelque chose de très gros pour les scientifiques spécialistes des particules fines. En général, on considère qu'un cheveu humain, c'est de l'ordre de 40 à 120 micromètres. Et donc, c'est à peu près la taille, si vous voulez, d'un grain de sable très fin. Les PM10, donc les particules de 10 microns, se représenter à l'échelle sur ce dessin, et ce sont les petites sphères bleues que vous voyez dessinées autour de ce cheveu. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, de l'ordre de 10 fois plus petit que le diamètre du cheveu lui-même. Les particules, donc les PM2.5, ce sont les sphères dorées que l'on voit ici. Donc celles-ci, elles sont de l'ordre de 50 fois plus petites. Et les particules très fines, donc de 1 micron, elles sont pratiquement pas représentables sur ce dessin. Et pour donner un exemple, le coronavirus dont on parle beaucoup en ce moment, donc les virus sont aussi des tout petits corps, fait de l'ordre de 100 nanomètres, c'est-à-dire un dixième de micron. C'est donc le dixième d'une de ces petites particules blanches que l'on voit ici, que l'on voit à peine d'ailleurs sur ce dessin. C'est donc des corps qui sont extrêmement petits et ça explique pourquoi c'est seulement des masques très spéciaux qui sont capables de les filtrer et ils vont se comporter pratiquement comme des gaz. Ce n'est pas tout à fait des gaz, mais pratiquement. Alors, on entend ces dernières heures, ces derniers jours, l'idée que le coronavirus et la pollution de l'atmosphère pourraient être corrélés. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion là-dessus? Alors, que l'on ait mis en évidence une forme de corrélation,
c'est quelque chose qui a été récemment publié par des collègues de l'Université de Bologne et quelque chose qui est extrêmement discuté dans la communauté des, des chimistes et des physiciens de l'atmosphère parce que finalement, la première chose, c'est que cette publication n'est pas une publication scientifique au titre habituel, c'est-à-dire elle n'a pas été évaluée par des pairs qui ont relu, qui ont questionné le protocole. C'est simplement une sorte de rapport, ce qu'on appelle un position paper. C'est un court texte qui a été écrit par une équipe de scientifiques et qui l'ont mis sur Internet. Ce travail met en évidence une forme de corrélation entre les particules fines que l'on mesure dans la vallée du Pô et l'épidémie de coronavirus. Néanmoins, ça a créé une grosse polémique dans la communauté. Il y a plus de 120 scientifiques italiens de la Société italienne d'aérosols qui ont contredit et attaqué ce travail, parce qu'effectivement, la base du raisonnement scientifique, c'est que corrélation n'est pas raison. Et il y a beaucoup d'exemples de corrélation entre des phénomènes qui n'ont strictement rien à voir. Et à partir du moment où quelque chose se produit dans la vallée du Pô et qu'en même temps, la vallée du Pô est une zone très connue pour sa concentration en pollution particulière, alors automatiquement, on va observer des corrélations qui ne permettent pas de conclure que les particules fines accélèrent la transmission du coronavirus. Et là où ses collègues ont mordu le trait, c'est qu'ils ont été jusqu'à cette conclusion-là, conclusion qui n'est pas soutenue aujourd'hui par les faits et par les chiffres et par les études que l'on mène actuellement pour dire que le coronavirus serait accéléré par la pollution particulière. Il y a une autre étude qui a été publiée cette fois-ci dans un journal à comité de lecture qui montre que le coronavirus pourrait survivre à la surface des aérosols pendant plusieurs heures. Et plusieurs heures, c'est suffisant pour qu'il soit transporté et pour qu'il soit respiré. Néanmoins, ce que ne montre pas cette étude, c'est si la quantité qui survit à la surface de l'aérosol est suffisante pour infecter quelqu'un. Et donc là encore, là pour le coup, c'est une étude qui est extrêmement robuste, faite par des collègues qui ont respecté l'ensemble du processus déontologique, mais qui ne permet pas de conclure que les particules permettent de transmettre le coronavirus, mais simplement que du coronavirus peut rester vivant sur les particules. Et ça, il y a une question de dose qui est importante et qui n'est pas encore prise en compte. Alors, merci pour ces explications. Peut-être une dernière question concernant le jour d'après, c'est-à-dire après l'épidémie. Jean Jouzel appelle de ses voeux de reconsidérer complètement notre modèle le modèle de développement, le modèle économique, de façon à sortir de ces pics de pollution et de ce problème de santé publique aussi qui est posé. Vous parliez de 47 000 morts par an, c'est un chiffre très important. À votre niveau en tant que chercheur, que scientifique, dans quelle direction vous pensez qu'on devrait aller ? Alors, c'est clair qu'on vit là une période sans précédent et je pense même une période dont probablement aucun d'entre nous n'évalue vraiment l'impact à long terme. Mon sentiment personnel, c'est qu'il va y avoir un avant et un après cette épidémie, qu'on n'en mesure pas encore tous les contours. Et quelque part que ces contours, c'est aussi à nous de les dessiner. Et je pense que c'est le sens de la prise de position de Jean Jouzel qui dit, bon, très bien, il y a une baisse de la pollution actuellement, peut-être que cette baisse de pollution va temporairement préserver la santé de quelques-uns, mais c'est sûrement pas ça qui est décisif. Ce qui est décisif, c'est qu'on reparte sur un modèle de développement qui
qui tire les leçons, non seulement évidemment de cette épidémie du coronavirus, et je pense que, même si ce n'est pas mon champ d'activité, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais qui tire aussi les leçons de ce que nous aura appris la période de confinement. Et c'est sûr que on va avoir à redessiner des nouveaux modes de production, des nouveaux modes de transport, des nouveaux modes d'organisation de la société à l'occasion de cette catastrophe sanitaire, et que le pire qui pourrait arriver, ce serait que cette redéfinition ne prenne pas en compte les questions environnementales. J'ai envie de dire, puisqu'on vient de démontrer que le modèle qui a servi de développement ces dernières années pouvait amener à des catastrophes sanitaires et qu'il faut maintenant le revoir, alors profitons-en pour que cette révision soit respectueuse de l'environnement et de l'environnement atmosphérique en particulier, et prenne en compte un autre rapport à la production, un autre rapport au transport des matières, au transport des personnes, un autre rapport à la production d'énergie. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre société que de transformer cette catastrophe en un nouvel élan. Merci beaucoup Jean-François Doussain pour ce Skype en direct pour l'humanité. Et on vous souhaite une belle poursuite de vos travaux, même en confinement. Je crois que vous êtes en télétravail, c'est ça ? Oui, évidemment. Je suis en télétravail depuis le 16 mars. Et ce n'est pas une situation qui est facile. Elle n'est pas complètement inhabituelle pour les chercheurs qui travaillent souvent dans des conditions variées. Mais en tout cas, elle est indispensable. Et le message qu'on peut passer aussi, c'est restez chez vous et faites attention à vous et à vos proches. Merci. Message entendu et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.